Alors j'ai mon prompteur devant. Bonjour tout le monde. Donc je vous remercie de participer à cette conférence. Donc sur la thématique les scieries de service, un acteur majeur du monde rural. Donc qui est en fait le rendu d'une étude qui a été faite en 2021, dont les résumés ont été faits dans le Bon International. Donc ceux qui ne l'ont pas vu, vous avez des exemplaires sur les bancs, de manière à avoir le détail de l'étude. Voilà, donc avant de commencer, petit rappel quand même pour ceux qui ne le connaissent pas de ce qu'est l'Observatoire du métier de la scierie. Donc c'est quelque chose qui a été créé en 2003, donc bientôt 20 ans. Donc c'est un outil de veille que beaucoup parmi vous connaissent. Je rappelle que c'est un engagement, un travail bénévole qui se fait depuis plus de 20 ans. C'est généralement des travaux qui ne sont jamais commandés. C'est-à-dire que voilà, c'est fait uniquement sur le bon sens et puis sur le besoin du moment. Quand on sent qu'il y a besoin de faire une étude, eh bien, on le fait sur le sujet, et ici en l'occurrence sur les scieries de service. C'est aussi des publications dans la presse, bien sûr, le Bon International pour ne pas le nommer, qui suit les travaux de l'Observatoire, j'allais dire, d'année en année et depuis plus de 20 ans. Et puis c'est aussi, à l'heure d'aujourd'hui, donc 8 livres qui sont déposés donc, aux éditions L'Harmattan. Vous avez un exemplaire d'ailleurs sur la banque, c'est-à-dire c'est le dernier livre, La scierie française, qui est paru au mois de janvier. Voilà, donc c'est un livre que vous pouvez acquérir en le commandant auprès des éditions L'Harmattan. Et puis si certains d'entre vous le veulent, vous pourrez à la fin de la conférence me le commander. Et puis bon, moi je peux éventuellement vous le faire suivre. Voilà, je reviens un tout petit peu en arrière pour vous dire aussi que l'Observatoire, là on fait un rendu, mais ça a été aussi depuis une vingtaine d'années de nombreuses rencontres avec des groupes de travail, scieurs, mais aussi des fabricants, puisque les fabricants de matériel de scierie, depuis le début du lancement de l'Observatoire, j'ai toujours tenu à ce que, bien sûr les gens qui le veulent, les gens volontaires, on travaille sur le volontariat, viennent participer à nos travaux. Et là, d'ailleurs, au milieu, il y a une diapositive où on voit un groupe de travail justement au milieu en train de plancher sur, à l'époque, je ne sais plus quel séminaire c'était, il me semble que c'était la scierie de Feuillus. Voilà, donc autrement dit, on est tout un réseau de sieurs et de partenaires. C'est un vivier de professionnels donc, qui alimente un petit peu les travaux de l'Observatoire, voilà, d'année en année, sur différentes thématiques. Voilà, alors le contexte, avant de rentrer dans le détail des principaux résultats de l'étude, nous montre, parce que c'est important d'en parler, nous montre ce qu'est aujourd'hui la scierie. Donc la scierie aujourd'hui, 2020, c'est les derniers chiffres que l'on a, donc c'est 1250 scieries, pardon, qui produisent grosso modo 7,9 millions, enfin pour dire 8 millions de mètres cubes de sciage, dont 6,7 en résineux, 6,7 en résineux et 1,3 en feuillu. Voilà, donc un chiffre qui malheureusement par rapport à l'avant subprime crise financière est en baisse. Vous pouvez le voir sur la courbe rouge depuis 2000, on va dire 8, puisqu'on a perdu le seuil historique des 10 millions de mètres cubes de sciage qui étaient là depuis 1973. Donc autrement dit, c'est un constat qui est assez pertinent. On voit qu'on a perdu, donc depuis 2007 jusqu'à 2020, on a perdu 942 scieries, ce qui nous fait quand même une moyenne de plus de 70 scieries par an,
Bon, j'étais tout le temps sur le calcul des 50, mais en fait, on s'aperçoit quand on regarde les chiffres de près qu'on est, on est au-delà de 50. Alors, ne me demandez pas la répartition entre les tailles de scieries, qui perd le plus, si c'est les petites, les moyennes ou les grosses. Ça, on n'a pas d'état qui est fait. Mais proportionnellement, il en part beaucoup dans les petites, mais il en part aussi dans les moyennes et il en est parti aussi dans les grosses. Donc, voilà. Important aussi de ne pas rester sur un chiffre global et une image globale. C'est toujours ce qu'a tenu à faire l'Observatoire du métier de la scierie, c'est-à-dire en partant des chiffres qui sont donnés par la Grèce, hein, les chiffres officiels, essayer de gratter et puis de donner les chiffres réels, des entreprises françaises. Donc ça, les chiffres qui sont affichés, ce n'est pas moi qui les invente. Donc c'est ceux qui sont repris sur les enquêtes annuelles de branche, hein, que chaque scierie fournit au ministère. Et on s'aperçoit donc en jaune, on a donc ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle, hein, le concept scierie de service. Aujourd'hui, tout le monde en parle et l'évoque pour sa propre cause, mais c'est un concept, on va dire, que j'ai écrit dans mes travaux d'il y a 15 ans en arrière. Hein. On peut les retrouver dans mes premiers livres sur la scierie française. Déjà, j'ai essayé de développer le concept et puis qu'est-ce qu'on y mettait derrière. Et on voit aujourd'hui que, effectivement, on va le voir après, elles existent bien et elles se dessinent bien par rapport à ce qu'à l'époque j'avais imaginé. Donc, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ces scieries de service, telles que, bon, avant on parlait de scierie artisanale, mais c'est vrai que j'évite d'employer ce terme parce que voilà, ça peut être un peu péjoratif en disant ouais, c'est de l'artisanat, donc avec certains préjugés. Moi, je préfère parler de scierie de service, c'est plus ouvert, plus large. Et puis comme ça, on intègre un spectre un peu plus large que les entreprises on disait artisanales, moins de 10 salariés. Je veux dire, on va un petit peu plus loin au niveau des emplois des salariés. Donc, ce qui veut dire que dans les classes de production, vous tombez de la petite scierie, mais jusqu'à les entreprises qui font donc de 4000 à 6000 m3 sciés, ce qui veut dire que ce n'est pas rien. Hein. C'est déjà rentré pratiquement plus de 10, 11 millions, 1000 m3 de sciage. On commence déjà à avoir des grosses entreprises qui peuvent être aussi considérées scieries de service. On verra tout à l'heure pourquoi. Et puis après, donc l'autre catégorie, c'est les scieries de production semi-industrielles. On voit qu'elles sont quand même encore importantes, hein, puisqu'on a là pratiquement, finalement, pas loin de 200. Et puis, vous avez les scieries géantes, on va dire, hein, qui, elles, sont moins de 80 entreprises, mais qui représentent, vous le voyez dessous, 4 500 000 m3, pratiquement, enfin même un petit peu plus de la moitié du volume de sciage. Voilà. Alors, ce que je vous ai dit sur la spécialité des scieries de service, on peut identifier aujourd'hui que c'est des gens qui font du sur-mesure, de l'accueil, du service. La scierie, on va dire, semi-industrielle, c'est des gens qui allient le standard et la niche, un peu le sur-liste, les produits un peu spéciaux. Et puis, le secteur des scieries donc, géantes, qui, elles, sont sur de la production de masse, et puis qui font aussi, et de plus en plus, de la revalorisation de produits, allant par exemple comme le groupe SIAT, tout ce qui est les produits touchant à la construction, à l'aménagement intérieur, il faut savoir que ces gens-là le font, jusqu'au CLT, les panneaux. Bon, SIAT ne le fait pas, mais des gros comme Pivto, Chauvin et compagnie, c'est des gens qui vont valoriser. Alors ça, je parle dans le résineux, mais si on est dans le feuillu, les scieries, alors là, on n'a pas des scieries géantes comme on pourrait les avoir dans le feuillu, mais on a des scieries qui vont se classer plutôt dans les scieries semi-industrielles et qui là aussi vont sur du produit fini. Donc bon, l'objectif c'est pas de parler de ça aujourd'hui, mais c'est pour dire que ces entreprises, contrairement à ce que beaucoup disent, vont aussi sur de la valorisation et ils vont de plus en plus.
Alors les principaux débouchés, alors ça bien sûr j'enfonce des portes ouvertes pour les sieurs qui sont là, mais ça permet toujours d'apporter des informations à ceux qui connaissent moins le milieu, et puis pour repréciser les choses. Alors les principaux débouchés, c'est évidemment la construction, c'est le gros utilisateur de bois, charpente, maison, stature, bois, etc. Donc sur les 7 millions de mètres cubes de résineux, vous rappelez tout à l'heure le chiffre, grosso modo, à la louche, encore on n'est pas là pour tout disséquer, mais pour donner des grands repères, on a 80% donc, qui partent vers la construction, et puis 20%, ça les gens ne le savent pas assez, vers tout ce qui est le domaine de l'emballage et de la palette. Il faut savoir que sur ce volume-là aussi, on ne le sait pas assez. On sait que les gens du feuillu sont de gros exportateurs de sillage, mais dans le résineux aussi, puisque aujourd'hui on doit tabler sur le chiffre à peu près de 0,7-0,8 millions de mètres cubes qui partent à l'export. Je prends l'exemple des sillages Douglas, par exemple, là, tout le monde connaît, qui sont beaucoup des produits exportés via la Belgique, qui est une plateforme qui redistribue. L'emballage, tout le monde sait à peu près ce que c'est. C'est un gros utilisateur ça nous arrange bien finalement, de bois, notamment issu des bordures du sillage. Quand on découvre le bois, il faut bien faire quelque chose. Ça part aussi pour la charpente, heureusement, pour la couverture. Ça s'est maintenu. Et puis, donc, tout ce qui est palette, caisse, bobine, c'est quand même des gros utilisateurs de bois. Et puis, il ne faut pas oublier le feuillu. Donc, on était parti tout à l'heure sur 1,2 million, 1,3 million. Donc, les utilisations sont aussi nombreuses, puisqu'on voit qu'on peut partir sur le parquet, le plot, la traverse paysagère, la traverse SNCF, etc. Et puis, un marché donc, qui est pas très connu, nous, sur le bas, mais qui est très connu sur le haut, plutôt Normandie, Bretagne, c'est les marchés de l'équarrie, de la pièce brute pour l'Angleterre, puisque les Anglaises sont très friands de... Et puis, bon, je l'ai dit tout à l'heure, donc la vivée sur le feuillu, on ne le sait pas assez, mais beaucoup de produits partent à l'export. Donc le feuillu ne part pas à l'export qu'en grume. Il y a aussi des sillages qui partent en sillage. Alors là, on parle de la vivée, par exemple, produits via frise, etc. Mais aussi, donc on l'a vu, les pièces équarries, les blocs, faut le dire aussi. Les blocs, c'est-à-dire des grosses pièces équarries qui partent beaucoup aussi pour la Chine, mais enfin, elles ne partent pas en grume, ça part en pièces équarries. Et puis aussi... certains vous en avez entendu parler, donc les produits techniques. Alors certains disent qu'on assiste à une véritable rupture technologique et productive avec ces produits-là. Bon, ça, je ne suis pas en mesure de le certifier, mais bon, certains le pensent. Et cette rupture des bois techniques, eh ben, c'est les panneaux, les grands panneaux en 3 plis qui vont être après redécoupés, par exemple, pour faire... Je cite un exemple, mais pour faire du volet, par exemple, ou pour faire de l'isolation. Le carrelet, bien sûr, un produit très recherché par les menuisiers parce que prêt à l'emploi. On peut l'utiliser tout de suite pour faire des fenêtres, par exemple, des encadrements. Et puis, c'est bien entendu le bois massif reconstitué, ce qu'on appelle le bois en barre, on en parlera tout à l'heure dans le développement des scieries de service, qui a fait défaut, puisque c'est beaucoup un produit importé via Autriche, Allemagne, etc., puisqu'ils ont des années derrière eux d'expérience. Et avec la crise, vous le savez tous, ça a été difficile de le faire entrer parce qu'ils se sont déportés sur d'autres marchés, puis il est devenu très cher. Donc on a eu un retour, et ça, on ne sait pas si ça durera, mais on a eu un retour des charpentiers sur le bois massif, grande longueur, pour faire justement puisqu'ils ne rentraient plus de bois en barre pour pouvoir quand même continuer leur chantier. Et puis c'est bien entendu le CLT, donc les panneaux à plis croisés qui aujourd'hui, on n'entend parler que de ça, qui servent à faire du logement en hauteur. Et bon, on verra là la suite, mais a priori, c'est... Alors bon, il faut toujours se méfier des effets médiatiques, parce que c'est un produit en vogue. Alors, moi, à mon niveau, je ne mesure pas aujourd'hui l'importance que ça a pris. Mais enfin,
Les Pivot, par exemple, a lancé une grosse fabrication depuis, je crois, 2 ans. Donc si ces gros industriels y vont, c'est que réellement, il y a de la demande. Et c'est tant mieux que ça reste un produit français aussi, puisque c'est essentiellement un produit importé. Voilà, donc ça c'était pour resituer un peu le contexte. Alors l'étude sur les scieries de service, alors c'était en 2020 que j'ai lancé le questionnement auprès de, je crois, une cinquantaine de scieries, une quarantaine donc ont répondu, issus d'Ora, la région Aura, département. C'est important de situer où les gens sont, de l'Aube, de Corrèze, du Doubs, des Hautes-Pyrénées, du Lot, du Puy-de-Dôme, du Tarn, de Lyon, du Var et des Vosges. Donc vous voyez, ça couvre pas mal de départements. Des gens qui ont été contents, qu'on les questionne et contents de répondre. Ça, je le dis. Donc à travers trois pistes qui étaient donc pour vous, la série de services, c'est quoi? Parce que ceux qui me connaissent, vous le savez, la première des choses, c'est donner du sens aux mots. Hein. Donc qu'est-ce que c'est qu'une série de services? Quelle est la clientèle, les produits, les services, les avantages, les inconvénients, les atouts, contraintes, et puis l'avenir. D'accord? C'est important aussi, l'avenir. Voilà, donc la définition qui est donnée des séries de services. Donc là, c'est des photos qui m'ont été données par justement des sieurs qui ont répondu. Alors, pour les gens, la majorité, une série de services aujourd'hui, c'est ce qu'un peu je disais en amorce, elle ne se caractérise pas par sa taille. Vous voyez, comme quoi des fois on veut toujours tout caser en France, hein, tout mettre dans des cases. Il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas par sa taille, mais c'est surtout par la multiplicité de ses services. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est déjà même un peu gros, et ça ils m'ont répondu en tant que tel, se considère comme une série de services parce qu'elle a une multitude de choses à offrir. Alors auprès des professionnels charpentiers, fabricants de palettes, etc., mais aussi des particuliers. Bien sûr, ça, on va le voir après. C'était une grosse découverte aussi, ça, les particuliers par rapport aux séries de services. Des agriculteurs, il ne faut pas l'oublier, qui font beaucoup appel à la scierie à côté de chez soi ou pas. Des administrations, on ne le sait pas aussi, mais qui se servent aussi en direct. Voilà, j'ai dit le mot, se sert en direct. Il n'y a pas d'intermédiaire. Alors, il ne faut pas oublier, et ça, j'insiste auprès de vous, si certains vous occupez des fonctions syndicales et autres, que dans notre milieu, et ça, c'est quelque chose que je travaille depuis plus de 30 ans, il ne doit pas y avoir d'opposition, mais au contraire de complémentarité. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la Covid nous l'a révélé, voilà, des séries de services côtoient des scieries de production semi-industrielle et des scieries de production vraiment industrielle, à production de masse. Elles les côtoient, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'opposition. Il faut arrêter d'opposer les gens entre les uns aux autres. Au contraire, il y a complémentarité. Et ça, on va le voir après. C'est net et précis. Alors, la clientèle. Alors, c'est important quand même qu'on a dissocié par taille d'importantes entreprises. Les entreprises plus petites, donc entre 1000 et 3000 m3 par an, elles avouent que les particuliers représentent 50 à 90% de leur clientèle. Donc, c'est beaucoup, hein, 90% pour certains. Mais aussi des professionnels, vous voyez, artisans, charpentiers, menuisiers, maçons. Voilà. Les moyennes, donc 4000 scieries de grumes par an, voire un peu plus. Toujours les particuliers, mais là on commence à baisser, vous voyez, entre 30 et 60%, avec peut-être une augmentation des professionnels. D'accord? On voit là, ça s'inverse. Et puis sur le secteur, j'ai été trop vite, industriel, on voit que enfin, donc les grosses scieries, là on est déjà dans du lourd, hein, jusqu'à 14 000 m3 de grumes et plus. On voit que ça représente encore quelque chose. C'est pas avoué souvent, mais ça représente quand même entre 8 et 30% dans les gens qui ont répondu. C'est pas rien non plus. Hein.
Et puis, alors par contre, chez les scieurs industriels, alors là, on n'est plus du tout les particuliers, c'est fini. On sert que, bien entendu, les industriels utilisateurs ou le négoce, forcément. Cela dit, cela dit, mais généralement, les gens s'en vendent pas, on peut les comprendre aussi, mais vous avez même des industriels qui ont monté, ou des semis, qui ont monté des magasins sur leur site. Voilà. Donc, ils servent bien, monsieur tout le monde, on le voit, et de plus en plus. Mais effectivement, bon, c'est difficile de le dire parce que, voilà, quelque part, on concurrence nos clients traditionnels qui sont les négoces et compagnie. Donc, les gens ne tiennent pas trop à le dire. Mais c'est plutôt bien parce que, même si les gros ont fait cette démarche, ça montre qu'ils essayent d'attirer. Bon, je ne pense pas que c'est pour faire du chiffre d'affaires parce que ça ne va pas représenter grand-chose par rapport à ce qu'ils font. Mais c'est cette volonté que je constate d'ouvrir le métier, de faire venir un peu les gens dans les entreprises. Et c'est tant mieux, ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est dans le but aussi peut-être de casser l'image productiviste qui aujourd'hui, malheureusement, vous le savez, n'est pas toujours très bien vue par certains de nos compatriotes. Voilà, donc les activités phares, bien entendu, le sciage sur liste, hein, sur mesure, pour ceux qui connaissent plutôt comme ça. C'est des gens qui font le mouton à 5 pattes. Ça, on le savait avant la crise, mais ça a continué. C'est-à-dire, je suis charpentier, on le sait, je me sers dans la grande distribution, etc. Mais, tiens, j'ai besoin de cette poutre pour cet après-midi parce que je suis en panne, parce qu'il y a hors section et compagnie. Hop, je téléphone à l'heure et puis je l'ai le soir ou le lendemain. Et donc, le gars, lui, par contre, il va passer la commande express. Il peut le faire parce qu'il est petit, il a l'habitude, il sait faire. Donc, c'est quelque chose d'important. Ça a été, alors bon, je ne vais pas tout lire, mais j'ai mis en jaune, vous voyez, les trucs importants. Ça a été aussi ce que je disais tout à l'heure, pas la découverte parce qu'on savait le faire, mais la redécouverte des grandes longueurs, aussi bien sur le secteur du résineux, ça on le fait depuis des années et des années, mais aussi sur le secteur des feuillus. À titre informatif, vous avez tous vu les grandes pièces qui ont été sciées pour Notre-Dame, par exemple. Et là, on a vu plein de reportages où on a vu des scieurs qui étaient déjà importants, avec la capacité de faire des grandes longueurs, notamment avec des CD, des scies horizontales. Donc, ils savent faire. Et ces gens-là qui font justement du massif et grande longueur, c'est aussi pour répondre au marché de l'export, hein, notamment dans le Nord, la Normandie, etc. Ils travaillent beaucoup pour les Anglais. Et là, on verra tout à l'heure, mais souvent on fait appel, quand c'est très très grand, on fait appel aux scieurs mobiles. Donc là, vous voyez, encore une fois, il y a complémentarité. Hein, la série de services scieurs mobiles, aujourd'hui, a sa place complètement dans nos affaires. Donc c'est aussi la capacité de transformer, ça je ne l'ai pas mis en gras, mais j'aurais pu, la possibilité de transformer des gros bois. Alors je ne sais pas si parmi vous il y a M. Masson, non il n'est pas là je crois, mais petit scieur dans le 63, qui l'autre jour nous a envoyé des photos de sciage de Douglas, plus d'1 mètre de diamètre, petit scieur du coin. Personne ne voulait les faire, lui il les a pris, il les a fait, et de la crème, hein. Là c'est magnifique, il a découvert ça. Voilà, donc petit scieur, hein, rien du tout. Lui, il a fait ses 10 mètres cubes en 2 jours. Il les a transformés et c'est magnifique. Voilà. Et puis, c'est bien entendu la capacité à vendre au détail. Ça, faut le dire, c'est pas rien. Avec du conseil. Parce que les gens qui scient du bois depuis tout petit et depuis des générations, ils savent ce que c'est. Donc, ils peuvent en parler aux clients sans problème. Et puis, c'est la notion, ça s'est pas mal développé aussi, la notion de livraison. C'est-à-dire que, bon, déjà, beaucoup le faisaient, mais certains, là, à l'occasion de la Covid, en ont profité pour acheter un camion et soit ils le prêtent, soit ils le louent au client qui peut enlever ses sillages. Alors, les activités particulières, ça faut le dire aussi, nos séries de services, elles valorisent
les petits lots, les essences peu transformées, hein, que personne, ça intéresse personne, mais eux peuvent le faire. C'est local, pareil, on le propose et on voit des revalorisations qui sont très intéressantes dans ce type d'entreprise. De plus en plus, et à ma très grande joie, si je peux dire, parce que c'est quelque chose depuis longtemps que je disais qu'il fallait que les gens fassent, c'est vraiment développer un espace dédié pour la vente des produits, c'est-à-dire un showroom. Et pareil, dans les 50, là, on a des gens qui ont fait des showrooms vraiment qui sont sensationnels, quoi. Ça fait envie d'aller acheter quelque chose, et du bois et des produits qui vont avec, hein, de la quincaillerie, du traitement, et j'en passe. Et ça, vraiment, j'ai vu des investissements. Moi, personnellement, j'en suis resté baba, quoi. C'est pas mettre 4 planches dans un coin, et c'est vraiment très développé. C'est, bon, on l'a dit, en profiter pour vendre des produits annexes, bien sûr. C'est aussi le siège à façon, hein, le siège à façon, quoi qu'on en dise. Ça reste quand même quelque chose. Alors, on ne sait pas réellement le volume qui est fait, mais c'est quelque chose qui est fait et qui rend service aux agriculteurs, même aux professionnels, hein. Par exemple, il y a des menuisiers qui ont un lot de bois, mais ils le font scier, ils récupèrent les bois, ils les font sécher. Voilà, donc ça reste jamais des très gros volumes. Souvent, ça fait un peu tiquer parce qu'on peut toucher une pointe, on peut découvrir des choses pas très agréables pour les lames, mais n'empêche, on peut le faire. Et puis, en dernier, c'est l'idée du siège à domicile qui est fait. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, on pense une 50aine de scieurs mobiles, d'accord, qui se déplacent un petit peu partout en France et qui vont transformer chez les particuliers, les agriculteurs, mais aussi, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, chez des scieurs. Et des scieurs, des fois, très importants. J'ai en tête une scierie du Jura, du Doubs, qui, pendant un an, met de côté les grosses billes d'épicéa. On ne peut pas les passer hein, dans leur... pourtant, ils ont un gros ruban, mais hop, on les met à quoi? Alors, je vous parle, c'est des diamètres de plus d'1 mètre 10, 1 mètre 20. Hein. Et puis, ils font venir pendant 15 jours un sieur mobile. Alors là, il faut un pro, hein, il ne faut pas un amateur, hein, parce qu'il faut les passer. Ce que je pense, il vient avec son chariot, il a aussi le chariot télescopique, il a tout ce qu'il faut, hein, et il transforme pendant 15 jours tous ces gros pieds qui ont été mis à coin pendant des mois. Eh oui. Et là, donc, il fait essentiellement, à ce que je sais, de la planche, du plateau, et qui est repris après dans la scierie avec les scieries, les grosses éligneuses. Voilà. Les avantages, les forces, donc là on est d'accord, on est dans du hors standard, bien sûr, souvent. Alors là, voilà, on est en pile poil dans ce qu'on entend partout aujourd'hui. On est dans le circuit court, mais on n'a pas attendu que ça soit à la mode pour le faire. Ça, on le fait depuis des générations. Le circuit court, c'est-à-dire en local, de la forêt à l'utilisateur. Bien sûr, on valorise les bois locaux. Alors la réactivité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un avantage. La taille humaine aussi pour le client et pour le salarié, parce qu'on travaille dans des petites structures, on se parle encore, on est polyvalent, on essaye de faire du bon boulot. Beaucoup me le disent, on voit des gens qui vont quitter par exemple le domaine très industriel pour revenir, quitte à moins gagner peut-être, à revenir dans des plus petites structures pour justement retrouver ce contact avec le bois. Bon, sciage, on l'a dit tout à l'heure, des gros et très gros bois. Alors bon, je ne sais pas si c'est un avantage ou une force, mais le chef d'entreprise, il fait tout, hein, c'est le commercial, c'est celui qui décide. Alors bon, ça lui en fait beaucoup sur la tête souvent, mais pour eux, ça reste quand même un avantage. Bon, on vend bien entendu sans intermédiaire, hein, qui en vient, on vend en terminé. Souvent, si c'est du particulier, évidemment, on marge davantage, bien entendu. Mais on ne margera jamais autant que si le produit il est acheté en grande distribution, on est bien d'accord. Vente au détail, marge supérieure, on vient de le dire. Alors, les faiblesses.
Alors, là, aujourd'hui, tout est beau, tout va bien. On a du travail par-dessus la tête. Mais il faut bien le dire, en temps normal, la concurrence est rude avec les négoces de marque. Ça, il faut bien le dire. Parce qu'aujourd'hui, les gens font faire des devis, ils regardent un petit peu les prix à droite et à gauche. Alors, c'est le manque de productivité, de rentabilité, parce que, bon, évidemment, on a des moyens productifs qui sont moins importants que dans les grosses et très grosses scieries. Mais quand même, on voit justement dans le domaine des scieries de service, on verra une ou deux diapos à la fin, où on a des gens qui ont investi dans des matériels de production qui sont, je vais dire, c'est des petites scieries industrielles quoi, à leur niveau. Mais pourquoi je pense que vous le savez tous. C'est l'idée que difficulté de recrutement, de main-d'œuvre. Donc, chaque fois qu'on le peut, on remplace par une chaîne de tri, un empileur, même dans les entreprises de service. Alors évidemment, la faiblesse contrainte, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est un patron multicasquette. Alors ça peut avoir du charme, mais c'est aussi lourd, quoi. Hein. C'est aussi lourd parce que tout lui tombe sur la tête. Alors la faiblesse contrainte, c'est vrai, quand il n'y a pas de showroom, ça peut être quand même une faiblesse, ça il faut bien se le dire, parce que les gens aiment bien voir ce qu'ils achètent. Bon, faible capacité d'investissement, c'est ce qui a été dit, chronophage pour les devis, les factures et la facturation en direction des particuliers, oui, parce qu'on l'a vu avec la crise, la multiplication des particuliers, ça a été un truc de fou dans les scieries de service. Ils ont été amenés à faire plein de factures et bon, ça prenait du temps. Alors quand même, l'atout majeur de la scierie de service, c'est la capacité, après tout ce que j'ai relevé, de valoriser donc bien sûr les gros bois. Donc on voit l'exemple de cette scierie de service, les petits lots et les grandes longueurs. Ça reste quand même la force et puis surtout la réactivité. On ne le dira jamais assez. Ça reste un domaine fort. Alors l'avenir. L'avenir, donc, aujourd'hui, donc, il existe ce système dual, et non pas dualité, dual, moi et toi, qui est nécessaire, moi je pense, hein, de la transformation du bois avec d'un côté la grosse industrie ou la moyenne et de l'autre les scieries de service. Et je peux vous dire que dans cet état d'esprit, j'avais fait une autre enquête où justement j'avais mesuré, alors plus dans le feuillu, on ne le sait pas assez, mais il y a énormément de scieries de petites moyennes du feuillu qui travaillent pour des gens un peu plus gros. C'est quelque chose qui existe, ça beaucoup, et qui n'existe pas trop dans le résineux. Le résineux, ça va être plutôt, on va acheter peut-être des produits standards chez les gros, mais on ne travaillera pas tellement pour eux. Je n'ai pas trop constaté, ça peut arriver, mais c'est moins fréquent. Tandis que dans le feuillu, il y a véritablement des réseaux. C'est-à-dire, je cite personne, mais j'ai en tête deux gros du feuillu chêne. Il y en a un, il travaille avec 16 petites moyennes scieries et l'autre 50. Vous voyez, 50, c'est pas rien. Hein. Donc un avec tel ou tel produit. Donc c'est une réalité, mais c'est pas su parce que on n'en parle pas dans la presse, parce que c'est pas contractualisé non plus. On fait pas de contrat pour travailler avec le confrère. C'est fait amicalement avec l'expérience, l'habitude, les années. Mais ça existe. Tout n'est pas contractualisé. On peut aussi faire des choses ensemble sans passer par des formalités administratives ou je ne sais quoi. Bon, moi je pense qu'on est sur un chemin, mais il reste beaucoup à faire, notamment dans le soutien apporté aux scieries de service par les pouvoirs publics, tant pour les exploitants que pour les porteurs de projets de reprise, parce qu'il y a des gens parmi vous, je sais qu'il y en a, qui sont porteurs d'un projet de reprise. Bon, ceux-là, c'est vrai qu'il faut que les pouvoirs publics les soutiennent, les aident, à mon avis. Mais entre nous, même si vous avez l'impression que ça rame un peu, c'est quand même mieux qu'il y a quelques années. Là, on a vu, notamment depuis 3-4 ans, j'ai bien mesuré, je fais beaucoup de reportages,
de petites scieries, notamment ou de moyennes, qui ont fait des investissements aidés. Donc ça, c'est, alors quand je dis aidés, c'est région, département, Europe. Ça, c'est quelque chose qui arrive. Pourquoi? Tout simplement, dans un canton, un département, les gens se rendent compte, quand c'est la dernière scierie du pays, si on ne l'aide pas, elle va disparaître. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, il y a une prise en compte de ça. Et j'ai vu des développements qui sont dans des coins complètement perdus, si on peut dire, ou vraiment champion, quoi. C'est quelque chose qui bouge. Alors, une chose aussi qui est nouvelle, alors c'est que toute la nouvelle génération, mais je vois que les séries de services s'affichent beaucoup mieux que le secteur industriel. Le secteur industriel, alors lui, s'affiche le moins possible. Mais voilà, elles s'affichent. Pourquoi? Parce qu'il y a les jeunes qui sont plus rompus, on va dire, à l'utilisation des moyens informatiques, tout ça, sur les réseaux sociaux. Et même on voit apparaître du devis en ligne. Voilà, donc ça bouge. Donc l'avenir, c'est quand même de voir qu'il y a des entreprises qui sont gérées par des dirigeants passionnés. Alors, garçons et filles, hein, je suis aussi plusieurs filles à plusieurs endroits de France qui reprennent les affaires des parents. Et je peux vous dire que ça se passe très bien, quoi. Elles apportent un souffle nouveau. Donc ce milieu, alors est-ce que c'est l'effet Covid ou je ne sais pas, non c'était déjà, parce qu'un projet qui est sorti de modernisation 2020 ou même 2021, il n'est pas sorti du chapeau comme ça, il faut remonter au minimum 4-5 ans en arrière. Là c'était l'aboutissement. Mais on a vu, franchement, moi j'ai jamais fait autant de reportages sur des gens qui ont, dans ce type d'entreprise, qui se sont reboostés. Alors, il y a la notion de moderniser l'outil de production. J'ai vu beaucoup de changements de chariots de scie agrumes, par exemple, de déligneuses, de systèmes de triage, d'empilage. Ouais, c'était vraiment sur l'outil, ça s'est beaucoup concentré sur l'outil. Mais aussi, donc, ils ont amélioré, ça c'est vrai aussi, leur visibilité. On voit des séries de services maintenant qui s'affichent bien avec des panneaux sur les voitures. Enfin, elles sont vachement plus visibles qu'elles ne l'étaient avant. Et puis, sans parler du sponsoring sur les voitures, dans les compétitions, par exemple. Voilà, il y a un meilleur... et dans les salons, et bien entendu Facebook. Il n'en reste pas moins donc que diriger une série de services, c'est loin d'être tout repos, tant dans la charge de travail quotidien, qui est énorme hein, pour là où le dirigeant, mais sur ce secteur de métier, on va dire qu'on a des gens passionnés. C'est important de le dire, ça. C'est-à-dire qu'on revient, là on a parlé matos, rentabilité, tout ça. Non, on revient à la base, c'est-à-dire on a des gens passionnés qui sont la plupart du temps garçons-filles, qui sont la plupart du temps issus d'une famille déjà de scieurs, qui connaissent bien leurs matériaux. Et je pense que c'est du plaisir d'aller les voir parce qu'ils communiquent quelque chose. Alors j'allais dire que pour en rajouter là-dessus, vous voyez, bien sûr, ça fait des semaines souvent à rallonge parce qu'on travaille le samedi et aussi pendant les vacances, on en profite. Mais enfin, c'est pareil chez les autres tailles d'entreprise. On en profite pour changer un matériel. Bon, c'est vrai qu'il faut qu'en famille aussi, on partage ce projet parce que ça peut être aussi malheureusement des passages délicats. Hein, parce que si on passe plus de temps à la scierie que dans la famille, ça peut... Donc il y a tout intérêt à savoir aussi partager ça avec en famille. Bon, globalement, moi avec tout ce que les gens m'ont rapporté, on note quand même une amélioration des conditions de travail. Ça, on y va, ça suit, ça c'est clair. L'automatisation des manutentions, des bâtiments fermés, un peu chauffés, voilà, ça s'améliore. Hein.
Donc globalement, c'est ce que je pourrais appeler une synergie positive qui est susceptible d'attirer plus facilement de la main-d'œuvre et aussi des investisseurs éventuellement pour reprendre une entreprise. Parce que ça aussi, c'est quelque chose, ce n'est pas le but aujourd'hui, mais c'est aussi un sujet à aborder, c'est la transmission. La transmission. Et le bonheur, c'est d'être repreneur et de pouvoir prendre le flambeau avec l'ancien dirigeant qui m'accompagne pendant quelques mois. Ça se passe très bien dans certaines structures. Enfin, de mon point de vue, il faut arriver à négocier ça. Être accompagné pendant un certain temps avant la reprise définitive. Alors, ce qu'on peut noter, bon, évidemment, ce qui arrive aujourd'hui, ce n'est pas le hasard. Bon, la vente directe, les produits locaux, le circuit court, c'est, on va dire, on n'a pas attendu la Covid pour être là-dedans. Mais c'est vrai que la Covid, là, ça a été un accélérateur. Pourquoi? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que la plupart, vous le savez. Le premier mois du confinement, tout est fermé dans la grande distribution. Les gens veulent faire quelque chose parce qu'ils sont chez eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se jettent, c'est le mot, hein, ils se sont jetés en regardant sur les Internet et compagnie où il y avait un sieur parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas être fermés, ou tout du moins s'ils étaient fermés, on leur forçait presque les portes. Et les gens m'ont renvoyé l'idée qu'ils ont été dévalisés. Tout le monde prenait, au risque de braver les interdits, puisque vous vous rappelez, il ne fallait pas sortir plus de, je sais plus, 100 km, je crois, ou du département, je ne sais plus. Et plein, on a rempli les voitures et on est revenu à la maison pour s'occuper. Et ça, d'un autre côté, c'était bien parce que ça a fait découvrir la scierie locale qu'on avait parfois peut-être à 40-50 km de chez soi, qu'on ignorait complètement avant, hein. On allait se servir chez Durand Dupont de la grande distribution en payant les produits très très chers, mais bon, on ne savait pas que ça existait, donc on n'y allait pas. Et là, ça a poussé un peu les gens à sortir de ça. Alors, le développement, ça c'est un peu prêché en l'air, mais je pense que ça pourrait passer aussi par un meilleur travail en réseau, qui se fait un peu, j'en ai parlé tout à l'heure, il y en a du travail en réseau, mais il pourrait se faire beaucoup plus fort s'il était identifié et formalisé, peut-être par une charte, série de services, je ne sais pas, inventée, qui relierait les acteurs de régions différentes, parce qu'on voit que l'éloignement aujourd'hui n'est plus vraiment un frein, hein. Peut-être aussi des canaux de distribution qui s'inspirent du modèle agricole, pour mieux distribuer les produits issus des scieries de service. Voilà, donc en conclusion, notre mélange d'artisanat et de semi-industrie joue de plus en plus un rôle dans la stabilité du marché de la distribution des sillages. Parce que là vraiment, on a vu qu'il y avait une complémentarité entre le grand négoce et puis les scieries de service. Donc elles sont aujourd'hui, bien entendu, à l'écoute de leurs clients. Et puis, elles répondent d'une bonne façon, moi je pense, à l'équation simple qui est production plus négoce égale quand même une marge commerciale qui est intéressante au développement des entreprises de services. Voilà, donc un article qui est sorti fin de l'année dernière, qui titre « Aux petites scieries, le Covid a bien scié ». Donc il y a un jeu de mots intéressant. Mais voilà, la presse aussi a relevé en résumé ce que je viens de vous expliquer. Voilà, bon, quelques photos pour vous montrer que quand je vous dis l'industrialisation, un modèle un peu d'industrialisation sur le triage, ben voilà, ça c'est une série de services qui est équipée d'un trimmer et d'un empileur, hein. C'est des gens, ils sont 8 dans la scierie, quoi. Accessibilité, propreté aussi, s'il vous plaît, plus aller dans la série de services avec les bottes, et puis non, ça c'est plus possible. Donc comme ici on voit avec une propreté exemplaire qui fait envie d'acquérir du bois. Et ça donne une bonne image surtout de la série de services. C'est l'idée aussi on voit aussi beaucoup de séries de services qui ont développé la transformation, qui vont par exemple
jusqu'à l'usinage de charpente. Et puis bien sûr du parquet ou autre, mais voilà, ça c'est un exemple sur le côté de la charpente. C'est le prêt ou d'un petit camion ou la location pour transporter les sillages. Le prestataire de service du surmobile chez un industriel du feuillu. Alors lui, je crois que c'est tous les mois qu'il vient faire les grandes longueurs et les gros bois en Normandie. Le conseil, ça c'est important. Un plus que viennent chercher les clients dans les séries de services, important. Le showroom, là c'est une série de services dans la Loire. Vous voyez un peu vous voyez comme c'est beau. Et elle existe. Et c'est un investissement, ça c'est un coût. Hein. C'est pas quelques dizaines de milliers d'euros, mais de mémoire, il me semble que c'est 200 ou 300 000 euros. C'est important. C'est aussi s'afficher dans les salons régionaux, locaux, pour montrer un peu ce qu'on fait, se faire connaître. Voilà. Sur les voitures, sur les véhicules. Voilà. Donc si vous voulez retrouver l'ensemble des travaux importants, notez-le au passage. Vous avez le site internet et vous avez en bas des onglets de la page qui vous permettent de retrouver les principaux dossiers que nous avons faits depuis 20 ans. Vous les téléchargez, c'est tout gratuit et il y a une mine d'informations. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie.